La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous allons aujourd'hui entendre à distance trois universitaires dont les témoignages assurément complémentaires alimenteront utilement notre réflexion. Je souhaite la bienvenue à Madame Anémone Cartier-Bresson, professeure de droit public à l'Université Paris-Cité, dont les travaux portent en particulier sur le droit public des affaires et notamment le droit des aides publiques. Madame Hélène Cava, maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Strasbourg, spécialiste des questions touchant au droit du travail. Et enfin, Monsieur Pascal Lokiek, professeur de droit privé à l'Université Paris 1er Panthéon-Sorbonne, spécialiste du droit social. Mesdames et messieurs, je vous remercie de prendre du temps pour répondre à nos citations et j'espère que je n'ai pas écorché, abîmé la prononciation de vos différents noms. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes. Puis nous procéderons à un échange sous forme de questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, monsieur, à lever la main droite et à dire je le jure. Peut-être faire dans l'ordre, vu qu'il y a des caméras, pour pouvoir suivre tout le monde. Peut-être commencer par Madame Anémone Cartier-Bresson, s'il vous plaît. Je le jure. Madame Hélène Cava, je ne sais pas si on dit le T, excusez-moi si je prononce mal. Non, c'est très bien, je le jure. Et Monsieur Pascal Lokiek. Oui, je jure. Merci. Et je vais laisser la parole à Madame Anémone Cartier-Bresson pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes maximum. Merci, monsieur. Alors, mon intervention liminaire, je vais l'axer sur les questions qui m'ont été adressées. Donc, il y avait quelques questions sur d'abord la définition que je retiens de l'aide en l'absence de droit, de définition générale en droit interne. Alors, dès lors qu'il s'agit d'aider des entreprises en difficulté, a priori, puisqu'on parle de la multiplication des liquidations, et si l'aide dépasse 300 000 euros, on risque plutôt d'aller sur de l'aide d'État au sens droit de l'Union européenne. Et donc, il faut à ce moment-là plutôt regarder la définition en droit européen des aides d'État, qui définit l'aide comme un avantage sélectif à une entreprise qui est financée et décidée par les pouvoirs publics et qui fausse la concurrence et affecte les échanges. Même si on se concentre sur le droit interne, en fait, l'idée d'une aide, c'est que c'est une mesure avantageuse qui a un caractère sélectif, ne bénéficiant pas à toutes les entreprises, et qu'il faut distinguer d'un autre levier de soutien aux entreprises, qui est la commande publique. L'aide, c'est quelque chose qu'on ne donne pas pour rémunérer une prestation qui est faite pour le compte de l'administration. C'est un avantage qu'on donne. Donc, on ne rémunère pas une prestation, mais ça n'est pas désintéressé. Une aide, ça doit s'accompagner de contrepartie. Ça devrait s'accompagner de contrepartie. Et ce qui me conduit au deuxième point qui était visé dans votre questionnaire, quelle est la position finalement du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sur les aides? Et pour ce qui intéresse votre commission, on peut mentionner, enfin, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence en fait, mais on peut mentionner le fait qu'on assiste à une progression de l'idée que les aides, les avantages donnés aux entreprises, doivent s'accompagner de contreparties. Sinon, c'est des libéralités qui sont interdites. Mais ces contreparties sont plutôt exigées dans un contexte assez particulier qui est celui des avantages qu'on donne aux entreprises sur le fondement de propriété publique. On vend des biens à un prix inférieur au prix du marché ou on les loue en dessous du prix du marché. Et c'est plutôt dans ce contexte qu'on exige des contreparties. Après, les contreparties qui pourraient être attendues des entreprises en matière d'aide aux entreprises en difficulté, vous mentionnez la question de savoir si on peut conditionner une aide au maintien de l'emploi. Alors, ça dépend de l'objet de l'aide. Évidemment, les aides à l'embauche de salariés, il faut maintenir l'emploi. Mais de plus en plus, on voit progresser l'idée d'une conditionnalité en termes de maintien d'emploi. C'est notamment le cas d'aide à certains investissements. Il faut maintenir l'emploi, enfin, l'investissement pendant une certaine durée. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'aides qui sont
données par les collectivités territoriales, notamment aux entreprises en difficulté ou à l'immobilier d'entreprise. Donc oui, on peut conditionner les aides au maintien de l'emploi. Après, c'est plus compliqué si l'objet de l'aide n'est pas un investissement précis ou n'est pas le développement des capacités de l'entreprise. Par exemple, si c'est une aide à la recherche, ça va être plus compliqué de le conditionner au maintien de l'emploi. Mais on assiste à une progression finalement de conditionnalités assez transversales, notamment en droit européen, qui peuvent être des conditionnalités de RSE. Donc pourquoi pas conditionner un nombre croissant d'aides, même si elles ne portent pas spécifiquement sur l'emploi, au maintien tout de même de l'emploi. Ça, c'est une question qui doit progresser. Et enfin, les difficultés qu'il y a en France, c'était une des questions qui était posée. Est-ce qu'il y a des lacunes? Alors, les lacunes, elles peuvent venir du fait qu'on n'est pas assez exigeant ou pas assez précis sur les conditionnalités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer en France avec, par exemple, certains crédits d'impôt ou pendant la crise Covid. On a pu observer que la Cour des comptes, notamment la France, par rapport à nos pays voisins, avait souvent été assez peu exigeante sur les conditionnalités. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Après, il y a des contrôles qui existent, mais qui peuvent être renforcés, qui peuvent être plus coordonnés. Et enfin, il y a des leviers qui existent pour peut-être aller récupérer des aides auprès d'entreprises qui procèdent à des liquidations ou à des fermetures de sites, alors qu'il y a des aides qui ont été reçues et la question se pose de comment est-ce qu'on peut récupérer une partie de l'aide alors qu'elles n'ont pas tenu leurs engagements. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer par la suite si vous avez des questions à ce propos. Ça, c'était à titre liminaire les questions que vous m'aviez posées dans le questionnaire. Merci beaucoup pour les propos. Je vais laisser la parole à Madame Hélène Cava pour un propos liminaire aussi de maximum 10 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de cette invitation. En effet, on peut comprendre l'objet, je pense, de cette commission d'enquête, puisque voilà, les annonces Michelin, Vancorex, Auchan, ArcelorMittal, etc. sont d'autant plus dramatiques que c'est une infime partie du carnage, puisqu'à ces licenciements, nous, profs de droit du travail, on aime à rappeler que il faut ajouter les faillites qui touchent l'essentiel des très petites entreprises, les emplois induits aussi qui multiplient par 3 les licenciements annoncés, et évidemment les intérimaires qui sont congédiés dans le plus grand silence. Par exemple, en ce moment même, chez Renault, à Batilly ou Sandouville, 1000 intérimaires, ou encore à Stellantis-Poissy qui annonce sa fermeture bientôt. Mais par ailleurs, plus discrètement, l'emploi, il est aussi dégradé. Il n'est pas seulement détruit, il est dégradé en poussant à ces départs volontaires ou à ces accords de régression dont je voudrais aussi, dans un deuxième temps, vous parler. Or, quand on connaît voilà, l'évolution du droit du travail depuis 30 ans, c'est vrai que même l'intitulé de cette commission d'enquête peut surprendre, puisque plus que défaillant, le législateur, il est même le premier responsable en réalité, ou plutôt il n'a montré aucune défaillance dans le fait de construire un droit sur mesure pour les employeurs pour permettre de licencier. Alors je vais tenter en voilà, à peine 10 minutes de retracer ces évolutions du droit qui ont détruit méthodiquement les digues qui avaient été érigées. Alors le premier mouvement, c'est l'affaiblissement du régime du licenciement pour motif économique. Et le deuxième, c'est la création de toutes pièces de ces accords collectifs qui visent à contourner ce régime. Et mouvement, il faut revenir au fait que le droit du licenciement pour motif économique, il s'est construit par certaines digues à la liberté d'entreprendre. C'est un processus qui garantit un certain nombre de choses. Premièrement, l'information consultation des représentants du personnel. Deuxièmement, l'élaboration d'un plan social devenu PSE en 2002. Troisièmement, la recherche de reclassement interne et externe. Et enfin, des mesures d'accompagnement des salariés. Jusqu'à la fin des années 90, très schématiquement, hein, le droit du travail s'efforçait de rattacher toutes les opérations de type économique au licenciement pour motif économique, comme les départs volontaires par exemple. L'esprit était que tout ce qui n'est pas personnel est économique, donc on doit appliquer le régime du licenciement pour motif économique. Or, depuis le début des années 2000, le mouvement s'est inversé radicalement, puisqu'il a soustrait des pans entiers de ses opérations au droit du licenciement pour motif économique, ce qui favorise un état de réorganisation permanente des entreprises.
Dans les années 2000, d'abord, on a eu un champ du droit du licenciement pour motif économique qui s'est drastiquement réduit. La loi du 18 janvier 2005, par exemple, est revenue sur la jurisprudence Framatome et Majorette qui imposait une procédure de licenciement pour motif économique des propositions de modification du contrat de travail. Et donc, depuis cette loi, ce n'est pas dès la proposition, mais c'est dès le refus. Ensuite, la loi du 25 juin 2008 est venue créer la rupture conventionnelle, dont on sait l'essor phénoménal qu'elle a connu et qui évidemment écarte d'autant de plus de ruptures du champ du régime du licenciement pour motif économique. Et enfin, on a des départs volontaires qui ont été soustraits de plus en plus à ce régime, notamment la loi du 21 décembre 2006 qui autorise des accords de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à organiser ces départs volontaires et puis qui lui crée des régimes aussi, un régime fiscal et social privilégié. Enfin, à ces départs volontaires, on a appliqué seulement certaines règles au fur et à mesure du régime du licenciement pour motif économique. Et notamment, on les a soustraits à l'obligation de faire un ordre des licenciements ou de faire du reclassement dans certains cas, notamment les plans de départ volontaire qui excluent les licenciements depuis notamment un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2010. Voilà, très rapidement, mais depuis 2013, et c'est peut-être ça qui nous intéresse d'autant plus, le train de réforme s'est largement accéléré et est venu véritablement achever ce qui restait du droit du licenciement pour motif économique. Donc, à commencer par la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, sous gouvernement socialiste, puisque cette loi, au prétexte de soumettre le PSE au contrôle de l'administration et à la signature des syndicats, a en réalité fait un peu de l'un et de l'autre des cautions aux suppressions d'emplois, hein, puisque la loi pousse à des PSE négociés. C'est aujourd'hui environ 70% des PSE, c'est des PSE négociés et non unilatéraux, qui sont encore moins contrôlés que les autres, puisque la loi impose de ne contrôler que la présence de mesures et non la teneur de ces mesures. Donc c'est quand même un véritable blanc-seing aux employeurs. D'ailleurs, il n'y a que 4% de refus par l'administration. Ensuite, cette loi, elle enserre l'information-consultation dans des délais très courts, 2 à 4 mois, et au-delà duquel le CSE est réputé avoir été consulté. Enfin, elle écarte le juge pendant la réorganisation, puisqu'elle met fin à la possibilité de suspendre une réorganisation en faisant appel au juge, à la justice. Seulement quelques chiffres. En 2011, avant la réforme, il y a eu 78 référés contre des réorganisations des PSE en France. En 2015, juste après la réforme, on n'en a plus que 4. Enfin, dernier élément, la validation par l'administration organisée par cette loi. Ça n'est pas une autorisation à licencier comme on a connu dans les années 80 avec une forme de contrôle du motif économique. Il n'y a pas de contrôle du motif économique, ce qui implique que certaines fermetures d'usines comme celle d'Aulnay, qui avait été assez médiatisée en 2012, en réalité, on a un arrêt de cour d'appel de Paris 2 ans après qui estime qu'il n'y avait aucun motif économique pour fermer cette usine. Dernier élément, la signature des syndicats, évidemment, elle désarme en partie les salariés qui voudraient se battre pour leur emploi, mais elle contribue aussi, surtout, à l'impunité de ces PSE devant le juge, puisqu'il est très difficile de les contester, alors même que les syndicats sont très souvent, évidemment, en proie à un chantage à l'emploi lorsqu'ils les signent. On a ensuite, et rapidement, hein, la loi dite Macron du 6 août 2015 qui réduit drastiquement les obligations d'information-consultation lors de PSE, qui réduit l'obligation d'établir un ordre des licenciements et le contrôle du PSE en cas de liquidation ou de redressement, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui. On a ensuite l'obligation de chercher un repreneur avec la loi Florange, mais elle est limitée, cette obligation, aux entreprises de plus de 1000 salariés. Elle ne dure que quelques mois et elle ne s'applique pas aux entreprises qui ont fait faillite, ce qui évidemment est une très importante limitation. Ensuite, on a la loi dite travail de 2016 qui facilite très largement la démonstration des difficultés économiques permettant de justifier un licenciement, puisqu'il suffit d'une baisse de chiffre d'affaires de quelques mois. Et cette loi consacre aussi qu'on peut licencier même en l'absence de difficultés économiques, préventivement, à partir du moment où c'est une réorganisation nécessaire à la compétitivité. Et là, je cite. Cette loi, on en a peu parlé, mais elle autorise une dernière chose, elle autorise de licencier pour faciliter une reprise, c'est-à-dire en amont d'une reprise. C'est un véritable, là, blanc-seing au licenciement pour, brader, l'entreprise, ensuite. Dernière étape, de cette très rapide chronologie, les ordonnances Macron, donc sur lesquelles vous posiez un certain nombre de questions aussi dans le document que vous nous aviez envoyé, de 2017. Alors c'est évidemment le barème sur lequel on reviendra, certainement, qui plafonne les indemnités en cas de licenciement injustifié, je le rappelle. C'est pour beaucoup quand même d'entre nous une infraction flagrante au principe de réparation intégrale du dommage. Pour rappel, le plancher de ce barème est passé de 6 mois à 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Or, les 6 mois dataient de quoi? De la loi de 1975 qui constatait qu'il fallait 6 mois en gros pour retrouver un emploi quand on était chômeur du fait d'un licenciement. Or, aujourd'hui, il faut combien de mois pour retrouver un emploi quand on est au chômage du fait d'un licenciement? 18 mois. Donc, au lieu de passer à 3 mois, sans doute qu'il aurait fallu songer à passer à 18. Dernière chose sur ces ordonnances, elles exonèrent l'employeur d'avoir cherché des reclassements à l'international, ce qui est quand même aussi une limite importante. Et elle permet, de ne regarder la pertinence du PSE qu'à l'aune des moyens de l'entreprise et non du groupe, ce qui permet d'organiser la déconfiture de filiales, de groupes internationaux et je me permets de le dire puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec la société MA France, qui, a fermé, de façon, là aussi assez médiatique, très récemment. Alors juste un deuxième mot, dans les 2 minutes qui me restent sur, le 2e mouvement grâce auquel le législateur a créé ce droit sur mesure de licencier, c'est ces fameux accords collectifs de réorganisation qui, sont, des accords de régression, mais qui permettent aussi de contourner ce droit du licenciement pour motif économique. Avant, le droit du licenciement pour motif économique, il avait vocation à s'appliquer à toute opération susceptible d'entraîner une suppression, une modification, de l'emploi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisqu'il y a une multiplication de régimes tels que les accords de performance collective ou les ruptures conventionnelles collectives, qui se multiplient et qui permettent de contourner, ce régime. Or, tous ces, dispositifs, APC, RCC et cetera, ont en commun, de s'affranchir donc des règles du licenciement et du coup de s'affranchir de l'impératif de justification. Il ne faut plus de difficultés économiques pour avoir recours à ces dispositifs et de s'affranchir donc d'un certain contrôle juridictionnel. Et ces 2 dispositifs, notamment APC, RCC, ils ont aussi un point commun qui est de substituer une autre légitimité, du coup, la légitimité conventionnelle, c'est-à-dire une signature des syndicats, là où aussi, les reculs sont pourtant très importants prévus dans ces accords. J'ai pas vraiment le temps de détailler, mais on parle beaucoup des plans sociaux alors qu'à bas bruit se font ces accords-là qui sont, très, très dangereux pour les droits des salariés. Puisque quelques chiffres quand même qui devraient vous intéresser. Depuis 2014, le nombre de plans sociaux a plutôt diminué, hormis le Covid où évidemment là on a un pic, plutôt diminué. Mais pourquoi? Parce que les suppressions d'emplois se font par ces accords. Et j'en veux pour preuve une étude de la DARES de janvier 2024 qui, dit que, 60 des ruptures dans les entreprises de plus de 1000 salariés se font par voie de départ volontaire, par exemple. Et donc là, on ne compte même pas les licenciements suite à des APC et cetera, mais seulement la question des départs, volontaires. Donc voilà, c'est le régime des RCC et des APC qui sont vraiment des outils à l'extrême et que j'ai beaucoup, étudié, en tout cas pour les APC. Donc je sans doute qu'on y pourra y revenir, au cours du débat, voilà, si ça vous intéresse. Merci Madame Cava pour votre intervention. Je me permets, avant de passer la parole au dernier intervenant, à savoir Monsieur Pascal Oquec, de vous demander si vous n'avez pas éventuellement à déclarer, faire une déclaration d'intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations et potentiellement, est-ce que vous n'avez pas eu des engagements politiques déjà? Si oui, avec quel parti et pour quelle élection? Je n'ai pas d'engagement politique dans le cadre, officiel d'élections en tête de à titre de tête de liste et cetera, mais en revanche, je suis engagée auprès du NPA révolutionnaire, au titre des dernières élections législatives notamment. Vous avez donc été candidate pour les élections législatives sous l'étiquette NPA révolutionnaire, on est bien d'accord? Tout à fait. Merci. C'est pour, enfin, c'est important pour le débat d'avoir ce type d'informations, non pas pour juger vos propos, mais pour les mettre dans le contexte. Je vais laisser la parole à Monsieur Pascal Loquiec, pareil pour une intervention d'une dizaine de minutes. Vous m'entendez là? Vous Parfaitement. m'entendez? C'est bon? Oui. Ok. Je précise d'abord que je suis présenté dans le document comme président de l'Association française de droit du travail, ce qui est exact, mais je ne parle absolument pas au nom de l'Association française. C'est vraiment en mon nom personnel. D'ailleurs, vous ne m'avez pas présenté comme ça dans le Zoom. Alors, je ne savais pas qu'il fallait préparer 10 minutes, donc je vais vous faire ça de manière spontanée. Et même Euh, 30 secondes, c'est très bien aussi, bien entendu, vous inquiétez pas. Oui, non, mais c'est pas grave. Je vais pas suivre le document pour le coup. Quelques remarques, on va dire générales. La première remarque, c'est que dans le contexte actuel, et je pense évidemment à ce qui se passe aux États-Unis, il me semble tout à fait essentiel de préserver notre modèle social français. Et le modèle social français, il se caractérise notamment par la protection de l'emploi. Ce qui est absolument l'inverse du modèle des États-Unis, puisque aux États-Unis, on peut licencier at will
c'est-à-dire sans aucun motif, ce qui fait que notamment quand il y a eu la crise du Covid aux États-Unis, les entreprises ont pu licencier extrêmement facilement sans motif. Donc c'est un trait de notre modèle social et je pense il faut y être attaché. Il présente beaucoup d'avantages. Le deuxième point, qui est un peu périphérique à votre commission, mais je tiens à le dire, pour avoir déjà été auditionné pas mal de fois par le passé, on a tendance en France à se focaliser sur les questions d'emploi au niveau législatif. Le nombre de commissions, alors pas forcément d'enquêtes, mais d'auditions sur l'emploi depuis une dizaine d'années a été très important. Évidemment, c'est essentiel l'emploi, mais il faut jamais qu'on perde de vue l'importance de la question du travail. Je dis ça parce que, évidemment, on est extrêmement préoccupé par les suppressions d'emplois aujourd'hui, mais on est aussi extrêmement préoccupé par la dégradation des conditions de travail des salariés, l'explosion des risques psychosociaux, stress, harcèlement, et ça, c'est un vrai sujet pour le spécialiste de droit du travail. Si on prend l'exemple de la montée du télétravail, de l'attraction vers la semaine des 4 jours, euh, bien sûr, on peut le présenter comme, et c'est tout à fait juste, comme la volonté des salariés, en particulier des jeunes, d'avoir davantage de vie personnelle, de pouvoir mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ceci étant dit, c'est pas simplement ça. C'est aussi une volonté d'éloignement vis-à-vis de l'entreprise, qui est la conséquence d'un mal-être au travail qui est dans toutes les enquêtes. Hein, la France est extrêmement mal classée, donc je crois qu'il faut pas l'oublier. Je sais bien que c'est pas le rôle de votre commission d'enquête, mais ça fait des années que j'essaie de pousser, on va dire difficilement, pour changer le logiciel du salariat et pour reconnaître l'autonomie dans le salariat, pour que l'aspiration des jeunes à être autonomes ne les pousse pas systématiquement, ce qui est de plus en plus le cas, vers le travail indépendant qui n'offre pas de protection et qui est tout à fait redoutable pour la protection sociale. Mais voilà, je crois que, enfin, voilà, je voulais le dire, c'est très important de s'intéresser aux questions d'emploi, mais il faut pas laisser de côté la question de la qualité de l'emploi et donc du travail. Le troisième point, là encore, on va dire, derrière cette commission, c'est pas non plus le sujet, mais je tiens aussi à le dire, d'ailleurs, je crois qu'Hélène Cava l'a cité, euh, c'est la question des petites entreprises. Alors c'est vrai que votre commission est peut-être moins sur ce sujet, mais on a tendance à prendre pour prétexte la situation difficile du patron de petite entreprise et la situation difficile de la petite entreprise, et c'est vrai qu'elle est très difficile aujourd'hui, notamment avec des faillites en nombre considérable, pour donc prendre prétexte de cette situation pour réformer le droit du travail de manière générale, et notamment pour les grandes entreprises. C'est pas la petite entreprise et la grande entreprise ne sont pas du tout sur le même plan. Et toutes les questions de simplification, hein, c'est très à la mode aujourd'hui. C'est à chaque fois que ça va mal, on revient sur la simplification. Il faut être extrêmement attentif. Et d'ailleurs, j'espère que vous serez très attentif. Les amendements n'ont pas été repris, mais on voit à nouveau venir cette idée que il faut toucher aux seuils sociaux, aux seuils d'effectifs, pour alléger la tâche des petites entreprises. Heureusement, ça n'a pas été repris, mais je sais qu'il y a des amendements en ce sens qui visent à décaler les seuils d'effectifs pour le comité social et économique. C'est tout à fait redoutable. La réponse, à mon avis, aux difficultés des petits patrons, c'est pas de changer le droit, c'est de les aider à appliquer le droit, parce qu'effectivement, quand on est petit patron, on a l'expert comptable, on n'est pas l'avocat, et ça, c'est vraiment difficile. Alors, quatrième remarque qui va directement sur votre commission, euh, c'est la place de la négociation collective. Hélène Cava l'a dit, le législateur, et il ne l'a pas fait que pour les restructurations, c'est un mouvement général, accorde une place très importante à la négociation collective. Je suis absolument pas là pour le critiquer sur le principe, c'est une bonne chose, mais ça appelle des précautions très importantes parce que, et c'est très clairement le cas en matière de négociation collective, on pourra en parler dans le détail, généralement, quand le législateur donne une place à la négociation collective en matière de restructuration, c'est pour retirer le juge. C'est-à-dire qu'on va considérer que parce que ça a été conclu par les partenaires sociaux, le juge n'a pas à s'immiscer
dans le contenu de l'accord. Et effectivement, le contrôle sur les accords de performance collective, le contrôle sur les plans de départ volontaires, le contrôle sur les accords de rupture conventionnelle collective, ce sont des contrôles légers. Le contrôle sur le plan de sauvegarde de l'emploi négocié est un contrôle léger, ça a été dit. Et donc, je crois qu'il faut être évidemment encourager la négociation collective, mais en faire extrêmement attention à ce que la négociation collective ne soit pas un prétexte pour déréguler. Et à mon sens, je l'ai mis dans le petit papier que je vous ai envoyé en pensant que je ne pourrais pas être là aujourd'hui. À mon sens, on ne peut accorder un poids aussi important qu'on l'accorde aujourd'hui à la négociation collective d'entreprise que si on rééquilibre les rapports entre salariés et employeurs, entre représentants des salariés et employeurs dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on a absolument besoin, et pour moi c'est la clé, enfin de mettre en place la cogestion en France. Lorsque les ordonnances de 2017 ont été pensées, lorsqu'elles ont été annoncées, c'était noir sur blanc dans la loi d'habilitation à réformer par ordonnance de 2017, c'était le fait de renforcer le poids des salariés et de leurs représentants dans les instances de direction des entreprises. Ça n'a pas été fait, ou si ça a été fait, c'est de manière totalement anecdotique. Il faut savoir que aujourd'hui en France, on a au maximum deux administrateurs représentant des salariés lorsqu'il y en a 8 au total. C'est absolument rien et ça ne donne pas de poids aux salariés dans la décision économique. Je pense que avant même de s'intéresser à la question des licenciements économiques, il faut revoir la façon dont on partage le pouvoir dans l'entreprise. Typiquement, on va être confronté, je ne sais plus si c'est dans vos questions, de plus en plus, et ça commence à arriver en pratique, hein, à des licenciements consécutifs à la mise en place d'une suppression d'emplois, parce qu'on remplace le poste d'un humain par un robot, par une machine, par une IA, par un algorithme. Euh, c'est un sujet qu'on peut traiter difficilement par le licenciement pour motif économique. Si on le fait, il faudra certainement changer les choses. Je ne sais plus si c'est dans vos questions ou pas. Mais en tout état de cause, c'est pas à ce niveau-là qu'on va régler le problème. C'est justement en mettant, en rééquilibrant le pouvoir dans l'entreprise pour que la politique même de l'entreprise fasse que, au niveau des instances de direction, on ne prenne pas comme politique le remplacement de l'humain par la machine. Donc je crois qu'il est absolument urgent et je veux dire, c'est une vraie stratégie politique. Les syndicats, peut-être pas tous, mais ont considérablement évolué sur le sujet, parce que pendant très longtemps, il y avait cette idée que donner du pouvoir aux salariés, c'est les rendre responsables de la décision. Les choses ont évolué, même si tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, moi, ma position, c'est que là-dessus, ça doit bouger et que c'est absolument urgent. Et deuxième, dernier point, on va dire introductif, euh, c'est sur la question du motif économique. Euh, le problème, c'est que les évolutions du droit, que je ne vais pas reprendre maintenant, les évolutions du droit du licenciement pour motif économique et de tous ces autres modes d'organisation ont affaibli la considération du motif économique. Elle est essentielle. C'est l'idée qu'on ne peut licencier des salariés lorsque ceux-ci n'y sont pour rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont commis ni faute ni insuffisance professionnelle, qu'on ne peut les licencier que lorsqu'on a un motif économique pour le faire. En particulier des difficultés économiques, mais ça peut être compétitivité et menacée. Or, la considération du motif a été affaiblie au fil des réformes. Je donne quelques exemples. Évidemment, le barème, c'est dans vos questions et vous avez bien raison. Lorsque un licenciement injustifié est peu dissuasif, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise est peu dissuadée à licencier sans motif, ça revient à quasiment écarter l'exigence d'un juste motif, puisque on sait très bien qu'une règle qui n'est pas sanctionnée est une règle qui n'est pas efficace. Ça a été dit, les ordonnances de 2017 ont retiré la prise en compte du périmètre international
du motif. Là encore, dans le contexte de mondialisation, c'est assez, à mon avis, assez discutable de ne pas en prendre en compte la situation de l'entreprise à l'étranger. Et puis, il y a toute la question des départs volontaires. Je suis pas personnellement contre, par principe, hein, l'idée d'un départ volontaire, si c'est vraiment le choix du salarié ou des salariés que de partir. Oui, c'est très bien, mais il faut effectivement beaucoup de vigilance. Un, est-ce que c'est un vrai volontariat? Et puis deux, là encore, derrière, il n'y a plus la question du motif économique. Lorsque vous êtes dans un départ volontaire, que ce soit dans le cas d'une rupture conventionnelle collective ou d'un plan de départ volontaire, qu'est-ce qui fonde la rupture? C'est l'accord des volontés. Il n'y a pas besoin pour l'entreprise de justifier d'un motif économique. Donc là encore, si c'est un vrai volontariat, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais évidemment, il faut être extrêmement vigilant. Donc voilà, des propos assez généraux, mais voilà, il me semblait que c'était peut-être utile de revenir sur ces points-là. Merci pour votre attention. Merci, merci, monsieur Oquec pour votre propos liminaire. Une petite remarque, je me permets une petite remarque. J'entends vos propos sur le projet de loi simplification et le fait que c'est un sujet qui peut vous intéresser, mais je souhaite rappeler qu'on est là pour aborder une commission d'enquête sur un sujet qui est différent du projet de loi simplification. Moi, je suis tout à fait, ah oui, j'en suis tout à fait conscient. Je tenais juste à le rappeler, mais tout à fait. Et qu'on se focalise sur l'objet de notre échange. Je vais avoir deux questions avant de laisser la parole à monsieur le rapporteur. J'ai entendu dans vos propos que, il y a eu des évolutions législatives dernièrement qui ont pu, si je reprends vos mots, créer un déséquilibre de rapport de force entre les salariés d'une part et les entreprises d'autre part. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner l'indicateur chiffré qui montrerait que les évolutions législatives ont eu pour conséquence une augmentation significative du nombre de PSE lors des 10 dernières années? Parce que le ressenti, quelque chose qui est important, il me semble que pour une commission d'enquête et pour le scientifique que je suis, il est toujours intéressant et important d'appuyer les éléments que vous donnez par des chiffres qui caractérisent vos propos. Ma deuxième question, elle est quelque part un peu dans le même sens. Vous dites qu'il faut travailler sur des indicateurs ou du moins sur des règles qui visent à lutter par rapport à la mondialisation, le fait qu'on puisse y inclure les entreprises ou du moins les entités externes à la France dans le calcul du plan de licenciement économique. N'avez-vous pas peur, inversement, que ça pourrait être un outil ou du moins une évolution qui aurait pour conséquence une perte d'attractivité pour la France et d'ailleurs avoir potentiellement moins d'entreprises qui pourraient s'installer en France par peur ou du moins par peur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous me reprenez si vous pensez que le terme est mauvais, de ne pas pouvoir en fonction de l'évolution des marchés, on parle d'automobile, mais la transformation entre le thermique à l'électrique et demain potentiellement avec la voiture autonome, de pouvoir adapter les effectifs en fonction du marché. Parce que quand on vend moins de produits, c'est quelque part embêtant, mais il y a une certaine logique à un moment donné de faire évoluer les effectifs en fonction du nombre de produits qu'on réalise. Donc, première question, les chiffres. Deuxième question, y a-t-il un risque sur l'attractivité? Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions, qui souhaite répondre à ces questions. Bah, sur les chiffres, de quels chiffres vous parlez de quel chiffre? Du nombre de PSE? Exactement, y a-t-il depuis 10 ans une augmentation significative du nombre de PSE en France? Parce que quand j'écoute vos propos qui dit qu'on est en train de revenir sur un certain nombre d'acquis, la conséquence devrait être une augmentation significative de PSE. Pas forcément. Le nombre de PSE, je crois que ça a été dit, hein, euh, n'est pas considérable. Bon, d'abord, il faut faire attention parce que même si le nombre de licenciements pour modifier, alors je ne peux pas vous dire les chiffres, hein, il faudrait demander probablement à un économiste, mais en volume, euh, le licenciement économique, c'est assez faible en pourcentage des ruptures. L'essentiel des ruptures, ce sont des démissions. Mais ça ne veut absolument pas dire, c'est-à-dire que ce chiffre, je ne sais pas s'il existe, hein, combien de PSE depuis 10 ans,
Mais en tout cas, le chiffre n'est pas très significatif parce que justement, euh, les entreprises ont eu beaucoup tendance à passer par d'autres modes de rupture, comme ça a été dit. Donc même si vous avez le nombre de licenciements économiques, ça va pas signifier énormément, d'autant plus qu'on le sait. Et là encore, il faudrait reprendre les études, hein, mais il y en a eu. Hein. Il y a des phénomènes d'évitement du licenciement économique qui sont bien connus, donc par les plans de départ volontaires, et vous avez aussi des phénomènes d'évitement par les licenciements pour motifs personnels. C'est assez connu hein, comme, euh, comme stratégie. Plutôt que de passer par un licenciement pour motif économique, on va passer par les licenciements pour motif personnel. Et donc, si vous voulez chiffrer, c'est compliqué parce que il faudrait que l'ensemble de ces salariés licenciés pour insuffisance professionnelle, alors qu'en réalité c'était économique derrière, il faudrait qu'ils aillent tous au prud'homme et qu'on soit capable de calculer du coup au niveau des prud'hommes. Donc je laisserai mes deux collègues répondre, mais en tout cas les chiffres moi je les ai pas. Tout ce que je peux dire c'est que le pourcentage de licenciement économique est relativement faible, mais il faut faire attention parce que chaque licenciement économique c'est souvent un nombre important de salariés. Alors sur l'attractivité, évidemment, votre remarque est tout à fait classique. Et ça, évidemment, la réponse est une réponse, on va dire, plus politique que juridique, pour le coup. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que le droit du travail, en fait, est un frein à l'attractivité de la France? Ça rejoint un peu ce que je disais au tout début de mon intervention. On est sur un modèle de protection de l'emploi. Il n'a pas démérité. On a des taux sur, alors faudrait que vous les retrouverez assez facilement, hein. Sur l'investissement en France, alors c'était il y a 2 ans, hein. L'investissement ou il y a 2, 3 ans, l'investissement en France, il est plutôt bon en général. Et même si, on l'a dit, les réformes en cours ont, ont consisté en partie à retirer des protections aux salariés sur les licenciements économiques. Bon, la France reste un modèle de protection de l'emploi et la France reste un pays attractif. Donc, je ne crois pas qu'on sera capable de lutter avec les États-Unis, avec la Chine, si ben, on détricote nos protections. Ça fait partie de notre modèle. Et je pense que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez politique. Il faudra des économistes hein, pour vous répondre sur ces chiffres-là. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas capable. Je me Un permets mot, pardon. de réagir, et puis après, peut-être que quelqu'un d'autre voudra donner une opinion. Vous dites que c'est des décisions qui sont politiques. Alors là, je vais donner mon opinion, mais je crois qu'on souffre de décisions politiques qui ne sont pas étayées sur des comparaisons et sur des études très précises. Et dans le cas de l'attractivité, aujourd'hui, il y a des études, aujourd'hui, il y a des travaux, il y a des comparaisons avec des pays qui ont comment ça s'appelle, qui ont des fonctionnements, des règles différentes des nôtres, qui peuvent être utilisées comme base de référence chiffrée. Après, là où le politique est présent, je suis d'accord avec vous, c'est qu'à la fin des fins, c'est pas les chiffres qui doivent décider, c'est la décision politique. Mais la décision politique, elle doit être toujours étayée et basée sur des travaux. Force est de constater qu'on prend beaucoup de décisions politiques sans écouter des travaux de référence, ne serait-ce que, excusez-moi pour l'aparté, sur les émissions de CO2. Je crois que Madame Cava voulait réagir. Oui, pardon, c'est, juste sur votre première question sur les chiffres aussi, je suis tout à fait d'accord avec, Pascal Lequesque. En fait, je vous les ai donnés en partie, mais rapidement tout à l'heure. D'après les études que moi j'ai pu consulter, de la DARES notamment, mais voilà, pareil, je pense qu'il faudrait que vous posiez les questions à des économistes, ou des statisticiens sur ce plan-là. Celles que j'ai consultées, moi, disent que le nombre de plans sociaux a plutôt, stagné, voire diminué, depuis 2014, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais notamment parce que, enfin, c'est ce qui est mentionné dans ces études, parce que le nombre de suppressions d'emplois faits par des accords qui contournent l'obligation de PSE sont de plus en plus nombreuses. Donc c'est précisément enfin, voilà, le cœur de notre discussion là. Et ce fait-là, l'étude de la DARES, en tout cas de janvier 2024, l'étaye en expliquant que 60% de ces ruptures pour licenciement enfin, de type
de rupture de contrat de travail, quoi, se font par des départs volontaires. Et donc, en effet, enfin, c'est ce qu'expliquait Pascal Lequecq, mais on ne peut pas décompter, enfin, ça explique le fait que le nombre de licenciements économiques soit faible ou recule, c'est qu'on a un essor, une multiplication très importante, non seulement des départs volontaires, comme l'explique cette étude-là, mais aussi, je le disais tout à l'heure, des ruptures conventionnelles, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors, les ruptures conventionnelles individuelles, c'est-à-dire celles de 2008, mais qui ont connu un essor très important, elles sont chiffrées. On peut avoir les données et leur évolution dans les études, voilà, de la DARES, de la DGT, etc. Et c'est vraiment mais exponentiel. Et les ruptures conventionnelles collectives, le problème, c'est qu'on n'a pas dans les entrées, et là, on entre dans la question sur les statistiques qui sont disponibles et les accords collectifs aussi qui le sont, mais on n'a pas les entrées par rupture, enfin, suite à une rupture conventionnelle collective et a fortiori suite à un accord de performance collective, au chômage. Donc on n'a pas ces données-là, mais on a en revanche, par des études de la DGT, le nombre d'accords de RCC ou d'accords de performance collective qui augmentent eux aussi de façon assez exponentielle, de environ 120 en 2018, la première année de leur entrée en vigueur pour ce qui est des APC, à beaucoup plus depuis le Covid et beaucoup plus aujourd'hui. Dernier point, pour ne pas être trop longue, la grande difficulté qu'on a, et je salue votre appétence pour la science, mais la grande difficulté qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'il est tout à fait, pour moi, inconcevable et illégitime que des accords comme les APC, par exemple, ne soient pas publics. Puisque ces accords-là, qui sont donc très nombreux, je vous l'ai dit, sont soustraits à l'obligation de publicité dans la loi. Puisque sinon l'intégralité des autres, accords sont consultables, sur les bases de données, notamment les Legifrance et cetera. Ces accords, ils sont soustraits pourquoi dans la loi? Parce qu'au nom du secret industriel, alors que tous les APC que j'ai lus, évidemment, ne traitent ni de près ni de loin de secret industriel, de processus de production et cetera, mais ne font que, de la gestion de main-d'œuvre, quoi. Or, on aurait ces accords, de façon, publique, on pourrait les étudier. Moi, je n'y ai eu accès que parce que, j'ai, dans le cadre des travaux avec, France Stratégie, pu mener des analyses assez sérieuses avec la DARES, etc., et en ayant accès à ces bases de données. Mais ces accords sont aujourd'hui secrets. Donc, on ne sait pas voilà, quel est le détail de leur contenu, etc., et a fortiori leur nombre et donc les impacts sur l'emploi. Mais si on voulait avoir des statistiques plus détaillées, il suffirait de lever ce genre de soustraction à la publication. Voilà. Merci pour votre intervention. Et concernant l'adresse, en effet, nous les avons auditionnés en tout premier, parce que c'était important de partir sur les chiffres. Et ma question était claire, parce que je connaissais la réponse en fait sur les PSE. Vous parlez en effet de ruptures conventionnelles qui sont en croissance. C'est toujours difficile de pouvoir caractériser quelle en est l'origine. Vous pouvez indiquer ou vous indiquer que c'est potentiellement une demande de l'entreprise, ça peut être aussi une demande de la personne. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments quantifiés, chiffrés et précis qui nous permettent de pouvoir déterminer que une majorité sont à l'origine du salarié et ou de l'entreprise. Ça laisse malheureusement dans la discussion qu'on a un élément qui ne nous permet pas de pouvoir réfléchir collectivement sur les raisons, faute d'éléments. Sur les APC, oui, il y a aujourd'hui des éléments privés du droit des entreprises et même avec des procédés industriels qui peuvent y être indiqués à l'intérieur. Par contre, en effet, le fait qu'à minima, vous dites non, mais j'en ai vu quelques-uns qui avaient aussi ce type d'éléments. Donc, à minima, et peut-être qu'on pourrait essayer de trouver là-dessus un consensus, dire que peut-être ça pourrait pas être diffusé à tout le monde, mais que peut-être les chercheurs et les professionnels comme vous pourriez y accéder dans le cadre de vos travaux. Je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver quelque chose qui soit et protecteur pour les entreprises et qui permette derrière les travaux de professionnels. Je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la parole à Monsieur Lucas, à Monsieur le rapporteur. Je crois vous avez un certain nombre de questions à poser. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous toutes et à vous tous. Peut-être, je prends dans l'ordre en rebondissant sur vos interventions. Je vous remercie pour le caractère complet du panel de réflexion que vous nous avez offert. Donc, je vais faire un par un. Ce sera peut-être plus simple si ça vous va, Monsieur le Président, et si ça vous va à vous. D'abord, Madame Cartier-Bresson, j'ai noté quelque chose qui a aiguisé mon intérêt, qui fait suite à beaucoup de discussions qu'on a eues dans des précédentes auditions. Vous nous dites que des leviers existent pour aller récupérer les aides publiques. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont, d'après vous, ces leviers, comment les activer et lesquels pourraient être mis en place rapidement et selon quelles modalités? Alors, des leviers existent et certains sont même obligatoires.
C'est-à-dire que si, mettons qu'on soit sur une conditionnalité qui a été assez précise et qui n'a pas été respectée par l'entreprise, donc qui n'a pas utilisé l'aide comme elle le devrait ou qui n'a pas maintenu l'aide comme elle le devrait, à ce moment-là, il y a une obligation de restituer l'aide. Qui peut être prévue en droit interne parce que bon, il y a plusieurs textes qui précisent que bah, si les conditions de l'aide ne sont pas respectées, alors elle peut être reprise à tout moment. Hein, c'est même prévu dans le code des relations entre le public et l'administration. Et puis, si c'est une aide qui a été autorisée par la Commission européenne, à ce moment-là, pardon, si c'est une aide qui a été autorisée par la Commission européenne et que les conditions ne sont pas respectées, elle peut être récupérée. Si c'est une aide qui est illégale, elle peut être récupérée aussi. Enfin bref, donc il y a plusieurs cas où on doit récupérer, mais ce qu'on constate, ce qui peut se passer quand on a aidé des entreprises qui finalement licencient, mais les repreneurs ont dépecé l'entreprise et puis ils sont allés ailleurs avec les actifs. La question s'est posée de comment est-ce qu'on peut arriver finalement à récupérer quelque chose. Et là, il y a des outils qui existent, notamment, c'est une des grandes préoccupations de la Commission européenne, comment contourner l'obligation de restituer une aide. Et donc, il y a des critères. Par exemple, on regarde est-ce que les actifs ont été vendus au prix du marché ou pas, ou est-ce qu'il y a une continuité économique. Donc, il y a toute une question de discontinuité économique. C'est pour ça que c'est vrai que les entreprises qui s'en sortent, je dirais, dans de bonnes conditions, en ayant bénéficié de l'aide, fermées et puis partent faire autre chose, il y a peut-être à ce moment-là quelque chose à approfondir sur, quand c'est dans le niveau de groupe, arriver à récupérer des actifs d'entreprises qui ont pu en bénéficier d'aide et ensuite s'en sortent en liquidant sans devoir rien restituer. C'est plutôt à ça que je pensais. Je vous remercie. Comme vous abordez la question des groupes, ça me fait une transition toute trouvée avec la question que je voulais poser à Mme Cava, qui suggérait qu'on regarde pour les PSE à l'aune des moyens, non pas de l'entreprise, mais du groupe. Concrètement, comment ce serait possible d'après vous? Parce qu'effectivement, c'est dans différentes auditions qu'on a pu avoir, puis dans différents cas d'actualité qu'on a, une difficulté à laquelle on se confronte bien régulièrement. Alors, un mot, si je peux me permettre, je suis désolée sur la question précédente et je ne suis pas du tout, j'écoute avec grand intérêt les propos de Madame Cartier-Bresson, mais juste sur l'APLD, pour ce qui me concerne, moi, plus ou nous concerne avec Pascal Lequesne, droit du travail pur et dur, l'activité partielle longue durée, par exemple, qui est une forme de subvention, on pourrait dire, aux entreprises. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que, par exemple, elle n'excluait pas des ruptures économiques. Et là, c'est aussi tout à fait l'objet de cette commission d'enquête. L'APLD, on donnait enfin, l'État se substituait au salaire des salariés pendant donc de longues années avec le Covid. Et puis là, il y a l'idée de l'APLD rebond, donc, alors que des ruptures, tout ce qui était exclu dans le régime de l'APLD, c'était les ruptures pour motif économique. Et on retombe sur le débat de tout à l'heure, c'est que quand on exclut des ruptures pour motif économique, pour obtenir l'octroi de l'APLD, on n'exclut pas toutes les autres qui ne sont pas pour motif économique, mais qui sont bien économiques au sens des départs volontaires, des APC, des RCC, etc., etc. Donc là, on avait aussi, enfin, on a peut-être un levier aussi, comme vous dites, pour cette conditionnalité des aides, c'est-à-dire d'imposer des conditions sur ce genre de dispositifs qui sont appelés donc à être pérennisés, comme on le revoit avec l'appel des rebonds là, des vraies conditions, c'est-à-dire d'empêcher, si c'est pour garantir l'emploi, alors empêcher les ruptures de type économique, mais toutes, donc incluant RCC, départ volontaire, APC, etc. Bref, pardon. Sur votre question là, sur la possibilité d'aller chercher les moyens du groupe, en fait, c'est alors le détail précis dans la jurisprudence telle qu'elle existait avant ce retournement dû au législateur il y a quelques années, c'était que le juge allait apprécier la teneur du PSE en fonction donc des moyens du groupe, y compris donc à l'international. Et l'idée là, c'était d'aller vérifier si les moyens de la société mère, par exemple, avaient été considérés ou d'autres filiales du même secteur d'activité dans le groupe en question avaient été considérées, avaient été mobilisées pour reclasser, par exemple, des salariés ou pour contribuer financièrement dans les aides qui peuvent être, enfin les aides, les mesures d'accompagnement qui peuvent être données à l'occasion d'un PSE. Donc en fait, c'était ça qui prévalait pendant
pendant des années sous l'égide de la jurisprudence de la Cour de cassation, de dire, puisque c'est au niveau de la loi et de la Cour de cassation, de dire il faut aller regarder, entre guillemets, le budget, les moyens qu'ont l'intégralité du groupe et non la seule filiale, en l'occurrence française. Mais je ne sais pas si ça répond à la question que vous posiez. Ça y répond. Merci. Pour Monsieur Lokiak maintenant, mais après je referai un petit tour avec tout le monde, évidemment, si Monsieur le Président me le permet. J'ai noté plusieurs choses. Bon, d'abord, je tiens à dire que je souscris évidemment. La commission d'enquête, elle traite là des plans de licenciement qui nous paraissent d'actualité, mais j'entends et je partage la remarque que vous faites sur la question du travail et le fait de ne pas dissocier, effectivement, de ne pas se focaliser dans ce qui apparaît comme médiatiquement important, et qui l'est d'ailleurs, la question des emplois, mais aussi de s'intéresser à la question du travail. Et de ce point de vue-là, peut-être que on s'éloigne pas tant que ça de la commission d'enquête, mais peut-être votre avis aux uns et aux autres sera précieux sur la question d'une nouvelle étape de réduction du temps de travail qui permettrait à la fois de préserver des emplois en partageant le travail, mais aussi de repenser l'organisation du travail et de travailler moins pour travailler mieux. J'avais plusieurs questions pour vous, donc peut-être de réagir à cette question-là. La question vous évoquez les petites entreprises, peut-être nous décrire un peu les difficultés spécifiques. Vous avez un peu évoqué, mais si vous voulez préciser les difficultés spécifiques avec la législation actuelle pour les petites entreprises, qui effectivement là aussi sont sous les radars, parce que les plans sociaux dont nous parlons le plus souvent sont ceux qui font la une des grands médias. Or, il y a, et nous y sommes confrontés les uns et les autres sur nos territoires, beaucoup de micro-catastrophes sociales qui en forment une grande dans les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est évidemment important, je pense, de réfléchir à cette question-là. Vous évoquiez également la question de la cogestion. Là aussi, est-ce que vous auriez des préconisations à formuler pour avancer dans ce sens? Vous décrivez une situation qui doit bouger et qui est urgente. Et donc, si vous avez des préconisations, des pistes rapides, solides, qui permettent de rééquilibrer ce rapport salarié-employeur, ça peut nous être là aussi utile pour les réflexions de la Commission. Je crois que vous n'avez pas activé votre micro. Oui, pardon. Pardon. Donc, sur les trois questions, rapidement, donc sur la première, sur la question du travail, donc sans aller trop loin, hein, je pense qu'effectivement, nous devons impérativement réfléchir à l'organisation du travail. Puisque vous êtes dans les propositions, moi, ma proposition, et je l'ai fait dans un livre que je viens de publier chez Odile Jacob, donc de toute façon, tout est dedans, mais l'idée, c'est il faut donner des capacités d'initiative aux salariés. C'est quelque chose qui manque. Les sondages sont spectaculaires. Il y en a encore eu un la semaine dernière, montrent que dans les enquêtes, les salariés français se plaignent d'un manque d'autonomie. Et ça, c'est absolument déplorable pour les salariés eux-mêmes, parce qu'on sait très bien que la qualité de vie au travail, c'est aussi la capacité d'avoir son mot à dire. Pour les entreprises, c'est un vrai problème parce que des salariés qui n'ont pas leur mot à dire, d'abord, qui mieux que le salarié lui-même sait ce qui est bon pour son travail, personne d'autre. Sur le turnover, ça a un impact forcément, le salarié qui n'a pas son mot à dire. Moi, je pense, mais voilà, je ne vais pas développer, hein, mais je pense qu'il est temps d'adopter un dispositif qui est un dispositif que utilisent les pays anglo-saxons qui s'appelle le flexible work, qui consiste à donner des capacités d'initiative aux salariés et ça permettrait de mettre en place la semaine des 4 jours. Enfin voilà, je veux pas développer, mais je pense que on a un retard criant sur l'autonomie dans le travail et que si on ne bouge pas, et les sondages, moi j'en ai fait auprès de mes étudiants, hein, mais les sondages sont absolument frappants. Les jeunes aujourd'hui, le Graal, c'est le travail indépendant pour eux. Si on ne bouge pas sur l'autonomie au travail, les jeunes qui veulent être autonomes, promouvoir leur vie personnelle, ils vont pas aller vers le salariat, ils vont aller vers le travail indépendant. Or, qui dit travail indépendant dit pas de protection et dit un système de protection sociale qui n'est pas adapté au travail indépendant. Alors, sur le deuxième point, les petites entreprises, en fait, il est clair que les petites entreprises ont une difficulté dans l'application du droit du travail. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est une préoccupation qu'on retrouve dans beaucoup de pays.
Les Américains l'ont beaucoup traité. Ils ont ce qu'ils appellent le Small Business Act. Ça date de 1953. C'est un dispositif spécifique pour les petites entreprises, avec une administration spécifique pour les petites entreprises. Euh, Nous, là-dessus, on est aussi en retard. Pour moi, la question, c'est pas de créer un droit du travail, un sous-droit du travail pour les petites entreprises. Parce que les petites entreprises ont déjà du mal à embaucher les salariés, ont du mal à avoir les meilleurs qui veulent aller vers les grosses entreprises. Si en plus, les salariés savent que s'ils vont dans la petite entreprise, ils vont avoir un sous-droit du travail avec des règles moins protectrices, ça ne va pas aller. Ce dont ont besoin les petits patrons, c'est de l'aide dans l'application du droit du travail. En fait, c'est la problématique de l'accès au droit. C'est pour moi, là-dessus, il y a un vrai travail à faire. L'accès au droit pour les petites entreprises. Des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits, mais on est encore très loin du compte et ça passe notamment par un renforcement de l'aide judiciaire pour avoir accès à un avocat. Le problème, on sait très bien que les avocats aujourd'hui, et beaucoup de nos étudiants, Hélène Cava et à moi, vont être avocats, beaucoup ne plaident plus, mais les avocats ont un rôle absolument central de conseil. On sait très bien que les avocats ne font pas que du contentieux, ils font du conseil. Ils conseillent énormément les grandes entreprises. C'est devenu l'activité principale des gros cabinets d'avocats. Le problème, c'est que les petits patrons, ils n'ont pas accès au conseil. Ça coûte beaucoup trop cher. Et les salariés non plus. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur l'accès au droit et ça passe notamment par le renforcement de l'aide aux avocats, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes moyens que les grands groupes. Alors, sur la cogestion, oui, bien sûr, des propositions, il y en a. À mon avis, on a fait un livre avec Dominique Méda et Eric Heyer, pas que sur le sujet, mais nous, on proposait, dans un premier, on proposait de passer à 30%. Déjà, si dans un premier temps, on arrive à 30% d'administrateurs salariés dans les entreprises, c'est déjà un bon pas en avant pour arriver plus tard à 50%. Dans les plus grosses entreprises allemandes, c'est 50%. Mais au moins, allons déjà dans un premier temps à 30%, parce qu'à 30%, on commence à peser. Je le disais, ça va devenir essentiel avec la question du remplacement du travail par l'homme, de l'homme par les machines, mais la question environnementale. Là encore, ça va nous tomber dessus, hein, les entreprises qui licencient pour des raisons environnementales, parce qu'elles suppriment un produit qui est nocif pour l'environnement. Euh, ok, très bien, mais ça, ce sont des questions qui doivent être aussi traitées au niveau des instances de direction. Si vous voulez, le droit du travail, il intervient ex post, une fois que la décision de supprimer un produit, de délocaliser a été prise. Donc, il faut être capable d'agir au niveau des ruptures, au niveau du droit du travail, au niveau des licenciements, mais il faut qu'on soit capable d'agir au niveau de la prise de décision dans les instances de direction. Or, qui travaille, qui est impacté directement par l'environnement de travail? C'est pas le fonds d'investissement américain avec des actionnaires qui n'ont jamais, probablement jamais pénétré l'entreprise, qui ne sont absolument pas impactés par son environnement. Ce sont les personnes qui travaillent sur site. Donc, pour tout un tas de raisons, il est pour moi urgent et c'est tout à fait possible à faire. Il faut simplement modifier la loi Pacte qui a été de 2019, hein, qui a été beaucoup trop, enfin qui a été, comme je vous l'ai dit, très peu loin avec maximum deux administrateurs salariés pour 8 administrateurs. Pour moi, il faut passer tout de suite à 30 et puis progressivement monter à 50. Ça n'a absolument rien de choquant, hein. Les Allemands le font, aux Pays-Bas, ils le font, et je veux dire, c'est la moindre des choses. Qui œuvre à la prospérité de l'entreprise? Les apporteurs d'argent et les apporteurs de travail. Donc, il n'est pas choquant qu'on arrive à terme à 50%. Il y a pas que Dominique Méda, Eric Herr et moi, hein, il y a eu, vous le savez très bien, hein, il y a eu énormément de propositions, il y a énormément d'économistes, de juristes qui poussent dans cette direction. Et voilà, je crois que s'il y a un vrai geste politique à faire, euh, c'est vraiment celui-là. C'est un changement de modèle. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je dirais c'est quasiment bah, c'est une manière aussi de montrer, bah voilà, l'Europe, elle a un autre modèle social que le modèle américain, qui est pas du tout évidemment dans cette logique-là.
Merci à vous. Moi, c'est bon pour moi, monsieur le président. Ah si, peut-être, non, peut-être vos regards, si le président me le permet. Mais bien sûr, monsieur le rapporteur. Monsieur le président, vous êtes trop bon. Peut-être votre regard croisé aux uns aux autres sur l'impact des barèmes prud'homaux et cette réforme-là, et donc sur la pratique, sur la facilitation des licenciements. Voilà, peut-être je lance une petite bouteille à la mer là-dessus pour étayer nos réflexions. Hélène, ou j'y vais? Comme vous voulez. Comme, comme vous voulez. Moi, juste un mot et vous pourrez compléter. Il y a une étude, pour le coup, qui a été faite assez détaillée par de collègues économistes et juristes Camille Signoretto et Raphaël Dalmasso en 2023, donc assez récente, sur l'effet du barème voilà, dans les jugements, notamment de cour d'appel. Donc concrètement, comment sont appliqués ces barèmes. Et ce que l'étude démontre, c'est qu'on a voilà, une indemnisation qui est beaucoup plus faible que avant l'instauration du barème, et que les grands perdants, disent-ils, là je les cite, sont les salariés entre 2 et 5 ans d'ancienneté qui travaillent dans les entreprises de 11 salariés et plus, puisque vous savez que c'est progressif avec l'ancienneté. Donc voilà, que l'effet à la baisse sur les indemnisations est surtout très très marqué chez les salariés qui ont entre guillemets la moindre ancienneté, ce qui laisse présager à certains que, y compris d'aller au prud'homme, ce qui est devenu en soi plus compliqué par la réforme des conseils des prud'hommes il y a quelques années, ne sera peut-être que l'apanage que de certains salariés qui sont avec le plus d'ancienneté, enfin en gros des salariés de 30 ans d'ancienneté qui ont des salaires qui permettent que ça vaille le coup d'aller au prud'homme, en gros, pour faire simple. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu le résultat de leurs études. Ils comparent les arrêts de cour d'appel avant et après la réforme en ayant, voilà, un certain nombre d'éléments chiffrés. Donc je pense que c'est tout à fait... voilà, c'est une étude de référence qu'il faut connaître. Néanmoins, on peut quand même citer le fait que d'un point de vue juridique, puisque c'est le nôtre, on a toujours des cours d'appel, qui a des conseils prud'hommes évidemment, mais toujours des cours d'appel, y compris après les 2 arrêts de cour de cassation qui, heu, qui, on va dire, consacrent le barème, c'est-à-dire, en tout cas, n'en font pas une interprétation, ne permettent pas de dépasser le barème ou d'inviter les juges à dépasser le barème. Par exemple, la cour d'appel de Grenoble, le 16 mars 2023, avait, elle, rappelé que c'était contraire, ce barème à la convention 58 de l'OIT, qui s'appliquait bien, et donc les juges devaient chercher à la réparation intégrale du préjudice, et donc y compris s'autoriser à dépasser le barème. Voilà quelques éléments de réponse. Si je peux prolonger, euh, ça rejoint les propos qu'on avait au tout début. Derrière le barème, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'harmoniser les indemnisations d'un conseil de prud'homme à l'autre. Mais il y en avait un autre plus fondamental, c'était la lutte contre le chômage. Avec cette idée qui avait d'ailleurs été reprise par le Conseil constitutionnel lui-même, hein, qui est tout à fait redoutable et discutable, selon laquelle, en donnant des sécurités aux entreprises pour licencier, elles vont plus facilement embaucher. Et ça, évidemment, c'est une équation qui revient très souvent euh, de la part de certains économistes. Je dis bien de certains économistes, parce qu'on sait très bien que la science économique, c'est comme la science juridique, elle est absolument pas uniforme. Mais voilà, c'est tout à fait redoutable. Et d'ailleurs, on parlait de droit comparé. L'inspiration du barème français, c'est le droit italien, parce que les Italiens ont mis en place l'équivalent, c'est dans le Jobs Act. Et effectivement, en Italie, suite à la mise en place du barème, dans les 2, 3 années qui ont suivi, il y a eu une baisse sensible du chômage. Ça avait été donc considéré comme un point favorable au barème, sauf que ce qui s'est passé, c'est que la mise en place du barème en Italie avait été accompagnée d'exonérations de charges très importantes pour les entreprises qui passaient au contrat qui permettait l'application du barème. Donc en fait, impossible de savoir si la baisse du chômage en Italie était liée au plafonnement des indemnités de licenciement ou au fait qu'il y avait des exonérations de charges. Et ça, c'est de manière générale, il est très très difficile de faire un lien de causalité entre la réforme du droit du travail et la situation économique et le chômage. Et sur le barème, je rajoute un ou deux points. Le deuxième point, c'est que ça a eu des effets pervers
moi, j'étais membre du comité d'évaluation des ordonnances et on avait eu ce sujet de discussion à un moment. Il y a eu cet effet pervers, c'est que ça a poussé certains salariés qui ne pouvaient plus obtenir la juste réparation de leurs préjudices à aller chercher des harcèlements moraux ou des discriminations. On a, on fait ça aux avocats, mais je vais vous le dire si vous avez interrogé, on a une explosion dans les conclusions d'avocats des demandes en harcèlement et en discrimination. Alors évidemment, une grande majorité on va dire, sont des vrais harcèlements et des vraies discriminations, mais il est clair que il y a eu des effets pervers du barème qui ont poussé certains salariés à invoquer des harcèlements et des discriminations qu'ils n'auraient pas forcément invoqués avant le barème. Et ça, c'est un effet pervers puisque la nullité du licenciement permet d'écarter l'application du barème. Et ça, c'est absolument pas sain, hein, dans un système juridique d'avoir des dispositifs qui peuvent encourager des instrumentalisations, mais instrumentalisations qui sont liées, là encore, au fait que le salarié a droit à une juste réparation qu'il ne peut pas avoir par le barème. Et le dernier point, mais bon, là pour le coup, je suis extrêmement critique du barème depuis toujours, donc mon point de vue est peut-être biaisé, mais il y a derrière le barème une logique qui est une logique de violation efficace, c'est une théorie économique qui consiste à dire que la violation de la règle de droit peut être économiquement efficace. Le problème du barème, c'est qu'en fixant un plafond, il permet à l'entreprise de savoir combien va lui coûter le licenciement au maximum. Donc, vous savez que si vous licenciez ces 4 salariés, sauf si ils vont sur le terrain de la nullité, auquel cas le barème ne s'applique plus, mais s'ils ne vont pas sur le terrain de la nullité, vous savez qu'au maximum, vous aurez tant à payer au prud'homme. Et ça favorise un calcul de violation efficace. Bon, bah, de toute façon, je vais les licencier parce qu'au vu de leur ancienneté, bon, bah, ça va me coûter tant. En termes d'économie de salaire, ça vaut le coup. Donc, je licencie. Donc, le barème, c'est un dispositif qui avait des objectifs, pour l'un tout à fait légitimes, c'est-à-dire harmoniser les indemnisations prud'homales, mais pour l'autre très discutable, l'efficacité de la réforme du droit du travail sur le chômage, mais qui au final, à mon avis, est un dispositif très problématique. Et dernier mot, le Comité européen des droits sociaux avait rendu encore une décision contre le barème, estimant que c'était un dispositif qui était là contraire à la charte sociale européenne. Je veux dire, en 2022, quoi, 7 ans après l'application du barème dans la loi française. Donc, au niveau des institutions européennes internationales, la France reste vraiment un mauvais élève de ce point de vue-là. Voilà, pardon. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ça va, Monsieur le Président. Comme promis, c'était la dernière. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions d'autres mains qui se sont levées pour poser des questions. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Il se pourrait que potentiellement vous dites demain ou ce soir que vous avez oublié de répondre à une question ou de donner un élément qui vous semblait être extrêmement important pour vous de mettre à la connaissance de monsieur le rapporteur ou de moi-même ou de tout l'ensemble des députés de la commission d'enquête et que vous pensez qu'il serait extrêmement important qu'on puisse en avoir accès. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre par écrit les réponses aux différentes questions qui vous ont pu être faites et également d'apporter des éléments complémentaires que vous pensez être utiles de mettre à notre connaissance pour aider principalement monsieur le rapporteur dans la rédaction de ses préconisations et de son analyse suite à la commission d'enquête. Euh, je vous remercie d'avoir pris, mesdames et messieurs, du temps. Je sais que le temps est extrêmement chargé au vu de l'ensemble des travaux que vous menez. Merci d'avoir pris du temps à nous allouer et je vous souhaite une bonne fin de journée. Un grand merci pour votre présence. La séance est levée. Merci à vous. Merci beaucoup.